Et j'accueille Sébastien Lemonnier, gérant chez Manzartis. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors on va revenir sur le discours hier de Janet Yellen. Janet Yellen qui a tenu donc une conférence de presse et qui s'est dit finalement surprise et qui marquait la déception des chiffres de l'emploi publiés vendredi dernier, les chiffres de mai. On a eu, c'est vrai, cette grosse déception. On attendait 160 000 créations d'emplois, on n'en a eu que 38 000. Donc une grosse déception sur ces chiffres. Mais il semble en tout cas que le discours de Janet Yellen ne remette pas en question du tout le scénario de hausse des taux. Vous en avez pensé quoi, vous, de son discours? Je l'ai un peu écouté parce que je venais ce matin, sinon je ne l'aurais peut-être pas écouté. Non, disons que je pense que ça fait aussi partie des bruits, de l'interprétation, de savoir à court terme vraiment qu'est-ce qui va se passer. Je pense que le sens de l'histoire, et c'est pour ça qu'il faut aussi relativiser ces chiffres par rapport à la grosse déception par exemple que vous mentionnez, les chiffres d'emploi aux États-Unis sont en absolu relativement bons. Je pense qu'en Europe, dans plusieurs pays comme la France, on voudrait bien avoir un taux de chômage aussi faible en quelque sorte. Oui, mais il y a un vrai déséquilibre entre les attentes et les chiffres qui ont été publiés. Oui, mais ça, là, on ne parle pas de 10 000, on parle vraiment de plus de 100 000. Ça, c'est toujours le marché et les investisseurs qui extrapolent des croissances qui ont été très fortes ces derniers trimestres, ces dernières années. Et finalement, les choses sont juste en train de se normaliser quand on a un taux de chômage qui finalement est relativement faible. Donc je pense que pour nous, ce qu'on a appréhendé, on ne sait pas quel moment la hausse de taux va intervenir. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Et je ne veux surtout pas spéculer là-dessus. Quand on regarde depuis 2-3 ans, tout le monde a plutôt eu tort à chaque fois. En revanche, l'environnement aux États-Unis se normalise et pas exceptionnel, mais pas mauvais du tout. Donc le sens de l'histoire, c'est que les taux montent. Ils ont déjà monté une fois en fin d'année dernière. Et ils vont monter quelque part, une fois, 2 fois, ça j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le sens de l'histoire. Et qu'à partir de là, je pense qu'il faut réfléchir à pas mal de choses sur les marchés financiers, entre ce dont le marché est totalement convaincu et peut-être peu exagéré à certains moments. Et puis les implications, est-ce qu'on va avoir un nouveau cycle justement et des choix de valeurs ou des choix de secteurs qui peuvent être plus intéressants justement dans un monde où on va peut-être passer sur une autre histoire en quelque sorte. Vous dites que c'est le sens de l'histoire, voilà, il faut réfléchir aux valeurs qui peuvent profiter un petit peu justement de l'évolution à venir. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on est dans un cycle totalement différent de celui de l'année dernière par exemple, que du coup le choix des valeurs de l'année dernière ne doivent plus être les mêmes aujourd'hui ? C'est ce que je pense, mais je le pensais l'année dernière, donc je l'avais pensé un peu trop tôt. Qu'est-ce qui me fait penser ça? C'est que finalement s'il y a une certitude dans les investisseurs, un peu dans le monde en général, c'est l'économie dans le monde finalement n'est pas négative mais n'est pas exceptionnelle, on a une croissance molle et puis on a des banques centrales qui ont agi un peu partout dans le monde depuis plusieurs années. Et donc ça emmène quoi? Ça emmène comme conviction que l'argent n'est pas cher et qu'on va vivre dans cet environnement relativement longtemps. Ça, tout le monde en est convaincu et à partir de là, en fait, il y a toujours des systèmes d'extrapolation et c'est ce qui a amené justement des achats, souvent des actions par défaut et notamment des valeurs de qualité puisque comme on trouve plus de rendement, on achète, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, des grandes valeurs avec de la visibilité, de la croissance. On regarde uniquement les sociétés qui font les acquisitions dès lors que les acquisitions sont avec des BPA relutifs. Pour moi, ça ne veut rien dire, surtout avec des taux d'intérêt qui sont si faibles. Je préfère regarder les retours sur capitaux employés. Et puis à l'inverse, on a eu des valeurs qui ont été totalement délaissées par le marché. Alors peut-être le plus extrême, c'est les matières premières. Mais justement, quand on regarde fondamentalement, en fait, les valorisations et qu'on compare ce qui s'est passé sur les matières premières, où oui, il y a des surcapacités, mais à un moment donné, quand on était à moins de 30-35 dollars sur le baril, je pense que le marché extrapolait aussi un scénario de récession importante qu'on n'avait pas sur d'autres classes actifs, actions. Donc je pense que ça implique des choix sectoriels relativement importants à revoir et sans doute le retour de la value. Alors dans la value, il y a tout ce qui est pas cher. Donc moi, c'est pas forcément ce que je fais. J'essaye d'être plutôt pragmatique, de regarder les sociétés de qualité avec des bons fondamentaux, mais qui à un moment donné, pour des raisons justement un peu excessives ou temporaires, ne sont pas assez chères. Et je pense qu'il y a des choses à faire encore dans la construction, dans l'industrie, matières premières et small et mid cap. On va un petit peu se pencher justement sur cette allocation que vous recommandez. Voilà, il y a beaucoup de choses, vous nous dites beaucoup de choses. Il y a à la fois les matières premières, à la fois tout ce qui va être techno, à la fois tout ce qui va être value, mais à la fois aussi quand même les belles valeurs de croissance. C'est un peu tout finalement tout ça. Non, moi j'arrive pas à trouver. Aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver des nouvelles idées. Dans mes nouvelles idées, ce qui est sûr, c'est que c'est très très difficile de trouver des belles valeurs entre guillemets visibles. Alors typique sur les large caps, ça va être des Essilor, des Danone, des Nestlé, etc. Pour moi, ces valorisations sont ces valeurs sont bien valorisées. En revanche, sur les small et mid cap,
parce que voilà, on est aussi loin des sentiers battus. Moi, c'est un peu mon cœur historique. On continue de trouver des opportunités, mais il faut être justement très sélectif. Et puis, peut-être de façon plus sectorielle, quand je vous parle de value, c'est pas que des price to book qui sont pas chers. Sinon, j'achète les utilities, les banques, etc. C'est pas ce que je fais. J'essaye par contre de trouver dans des secteurs, par exemple les matières premières. Je vous avais parlé plusieurs fois d'Antofagasta ou de Rio Tinto, des valeurs qui sont délaissées, qui sont sous-valorisées, mais qui ont à la fois un bilan fort, un avantage compétitif. Donc là, dans les deux sociétés, surtout sur Antofagasta, j'ai un avantage en termes de coût de production. J'ai un management de qualité et voilà. Et ensuite, c'est toute une discipline de construction de portefeuille. Historiquement, on regarde assez peu, je regarde assez peu finalement les indices, mais là encore plus. Et en fait, je préfère vraiment gérer le risque dans mon portefeuille en diversification et en suivi de valorisation finalement. Alors, si on se penche un petit peu sur le secteur un peu des matières premières, là on parle des matières premières liées au pétrole, à la remontée du pétrole, ou est-ce qu'il y a d'autres secteurs, par exemple, ça peut être le cuivre, les matières premières agricoles, de quoi vous parlez exactement? Alors moi je suis un peu exposé aux 2 ou aux 3, mais à chaque fois avec des histoires qui sont très spécifiques, justement pour ne pas être trop exposé finalement aux aléas externes qui sont quand même relativement difficiles à prévoir. La semaine dernière j'ai rencontré Total et c'est assez marrant en fait, finalement ils revenaient un petit peu sur les erreurs que les investisseurs ou que les analystes financiers avaient pu faire dans leurs estimations de réduction d'offres. Et c'est vrai que c'est un peu un des éléments que j'avais sorti et dont on avait un peu laissé tomber. Finalement, c'était l'argument des boules à l'époque où on parlait d'un pétrole à $200. C'était tout simplement le taux d'attrition finalement d'un puits existant, où là justement on a sans doute été un peu trop, les investisseurs ont été sans doute pas assez agressifs sur leurs estimations. Et puis l'autre élément, c'est que oui, le shale gas par exemple sur le pétrole profite de la technologie et de l'amélioration des coûts opérationnels, mais ce qu'on a oublié, c'est le coût de financement qui a plutôt eu tendance à monter. Sur les matières premières comme le cuivre, c'est un sujet qui est un peu différent et je crois que cette nuit, il y a encore eu des propos qui vont dans le bon sens. On a des surcapacités qui étaient causées essentiellement par la Chine, qui justement achetait plutôt la paix sociale en préférant faire des pertes, sauf qu'à un moment donné, ces pertes sont devenues tellement importantes qu'il fallait faire un arbitrage entre pertes économiques et pertes sociales. Et justement, je crois qu'hier soir, il y a eu de nouveau des propos, notamment du ministre des Finances chinois, qui mentionnait que justement, il fallait continuer à réduire ses capacités. Donc ça, plus les mesures anti-dumping, j'ai un petit peu d'ArcelorMittal, j'ai du Antofagasta et du Rio Tinto. C'est des valeurs qui en profitent et qui ont été tellement délaissées par le marché. C'est des titres qu'on divisait par 3, par 4 quasiment à l'espace de 4 ans, dont leurs profits ont aussi beaucoup baissé. Il ne faut pas oublier qu'il y a un levier opérationnel. Et moi, quand j'ai acheté ces valeurs, c'est vrai que personne n'en voulait, mais j'avais des free cash flow qui, même dans cet environnement catastrophique, n'étaient pas forcément négatifs. Donc je me dis, si demain les choses vont mieux, ces sociétés vont devenir des vraies vaches à lait et donc vont sans doute peut-être avoir des retours de cash aux actionnaires. Mais ça, c'est encore plus loin. Mais comme je suis un investisseur long terme, c'est comme ça que j'essaie de raisonner. C'est vrai que souvent, vous nous parlez de valeurs que vous avez un portefeuille pour 2-3 ans à chaque fois. C'est ça. Plutôt des visions long terme. Donc, vous nous parlez de Total, de Rio Tinto, d'ArcelorMittal. Bon, ce sont des très grosses capitalisations, tout ça. Est-ce que vous auriez justement, peut-être vous nous disiez que vous aviez aussi votre cœur de métier, c'était aussi les small et mid cap. Alors, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, j'en ai plein, parce que c'est plutôt 2 tiers de mon portefeuille en small et mid cap. Je pourrais parler d'une française, parce que je n'ai pas parlé beaucoup de valeurs françaises. Parod, dont je vous avais déjà parlé, j'en ai racheté encore un peu ces dernières semaines. Et alors, pourquoi Alors, je vais plus vous refaire l'histoire, je vais faire un peu quelqu'un d'ennuyeux, je vais parler de chiffres. Aujourd'hui, on a une capitalisation boursière aux alentours de 440-450 millions. On a 300 millions de cash. On a dans les comptes l'activité historique automobile qui est valorisée à peu près à 90 millions. Donc si vous faites la soustraction, vous arrivez à peu près 40-50 millions pour l'activité drone qui fait plus de 180 millions de chiffre d'affaires. Voilà, on paye un multiple très faible pour un acteur dans les drones qui est quand même parmi les leaders avec DJI, qui est leader sur des niches très fortes, notamment sur les drones professionnels, agricoles, tout ce qui va être lié justement à l'architecture, etc. Donc pour moi, c'est juste donné. Ce sera juste une question de temps. La valorisation, là, elle est intéressante. En termes de croissance, il y a de la visibilité. C'est aussi la seule incertitude, finalement, il y a 2-3 incertitudes qu'on peut avoir. L'incertitude, c'est est-ce que les drones vont vraiment avoir un futur? Dans ce cas-là, si on pense que non, il ne faut pas du tout. La réglementation, c'est un faux sujet, en fait. Et aux États-Unis, la réglementation est perçue comme un sujet qui sera positif. Parce que finalement, de mettre de la réglementation, en fait, ça permet
de poser le secteur et d'en faire un vrai secteur. La réglementation en France, elle existe, et en Europe, elle existe. On a même quasiment une des plus importantes finalement en France. Alors après, c'est pas parce que vous avez entre guillemets un idiot qui va utiliser son drone à côté d'un aéroport qu'il faut interdire tous les drones. Et puis l'autre avantage de Parrot, ça c'est dans son ADN, il se focalise plutôt sur des drones de poids léger, puisque justement la différence du chinois, l'idée c'est pas de mettre une caméra dessus pour des séries de production, des télés, etc. C'est plutôt vraiment de la data à partir d'une puce pour analyser les sols, pour faire plein de choses comme ça. Et donc c'est un drone qui en général fait moins d'1 kilo et qui ne pose pas de sujet en fait, même quand on a une réglementation forte. Et puis dernièrement sur la réglementation, justement, je pense que ce sera un catalyseur parce qu'aux États-Unis on l'attend d'ici la fin de l'année. Ce qui en ressort, c'est qu'a priori dès qu'on sera utilisateur de drone, on devra l'enregistrer. Alors certains disent que ce sera négatif. Quand je vois qu'aux États-Unis il y a autant de personnes qui détiennent des armes à feu, alors que toutes ces armes à feu sont enregistrées, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Donc les drones vont devenir les nouvelles armes à feu. Je suis pas forcément inquiet, non, mais pour moi le drone est vraiment demain. Alors, je ne veux pas du tout spéculer comme si jamais à un moment donné le titre devient à la mode et que là on va imaginer un monde de science-fiction. Mais je pense que ça apporte, et je le vois quand je rencontre même aujourd'hui des sociétés de construction. J'ai rencontré une société Port dont je vous ai parlé en portefeuille, une boîte autrichienne qui fait du BTP. Ils commencent à utiliser des drones parce qu'en fait ça leur apporte beaucoup d'avantages en termes de productivité. Donc il y a de la visibilité, ça fait gagner du temps, la sécurité. Et donc je pense que c'est intéressant. Et aujourd'hui la valorisation implicite des drones c'est 50 millions seulement. Donc Parrot, voilà, donc pour la petite et moyenne capitalisation de Mansartis. Merci Sébastien, vous restez avec nous à parler maintenant d'un fonds de la gamme Mansartis. À tout de suite.